tous à 7 repas de la famine ou à 7 repas de la révolution, disent les optimistes. Une fois que le peuple a faim, c'est compliqué. Donc on est à La Roche-sur-Yon avec Guillaume qui a organisé la dégustation d'Ikrim. Salut Pablo. Salut. Pourquoi tu as organisé la dégustation d'Ikrim ? Eh bien, on est là pour informer et sensibiliser la population sur les risques majeurs de rupture de chaîne d'approvisionnement qui créent aujourd'hui la paix sociale et la sécurité nationale. Et malheureusement, les gouvernements ont failli et les citoyens reprennent le pouvoir et réinforment tout le monde pour pouvoir mettre des actions de résilience alimentaire sur le territoire qui nous permettront d'être protégés. Mais alors, tu es parti de la procédure des brigades d'Ikrim. Je suis parti de la procédure des brigades d'Ikrim. C'est quoi la procédure des brigades d'Ikrim ? Alors la procédure des brigades d'Ikrim, on envoie déjà la lettre au procureur pour l'informer de l'action que va faire la brigade. Ensuite, on envoie une lettre au préfet, toujours en recommandé, pour une demande de rendez-vous et d'échanger ensemble sur le DICRIM justement et sur le risque qu'on encourt. Et on prévient la presse de ce qu'on va faire. Et après, on envoie un mail d'information à toutes les mairies où on les informe effectivement de ce qui se passe aussi, qu'on a pris rendez-vous avec le préfet et qu'on reviendra vers eux pour les aider à mettre en place la résilience alimentaire. Alors, qu'est-ce que tu penses de la résilience alimentaire, toi, Pablo ? Salut Alexandre. Salut. Salut à toutes et à tous. Et la résilience alimentaire, c'est quand même la base. C'est quelque chose qui nous est dû depuis qu'on est petit et on a l'impression qu'il n'y a rien à faire pour manger, que ça vient tout seul. Et j'inclurais même l'eau là-dedans, parce que l'eau c'est quelque chose d'encore plus essentiel et on a l'habitude que l'eau coule des murs. Les Africains ils disent c'est fou en Europe, vous avez l'eau qui coule des murs, c'est complètement incroyable. Et donc la résilience c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on s'en sort quand tout à coup il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture. C'est quelque chose qui nous est jamais arrivé, en tout cas aux riches, aux pays riches et aux classes riches des pays riches, parce qu'il y a des classes pauvres des pays riches qui sont déjà dans cette situation. Donc la résilience, c'est la capacité de se remettre de ces pénuries. Et donc la seule manière d'avoir de la résilience, de construire la résilience, c'est pas une notion théorique, c'est vraiment une notion pratique. Et la seule manière, c'est de pratiquer. Pratiquer des pénuries et de s'entraîner un peu comme on s'entraîne à des exercices incendie pour se préparer à une résilience en cas d'incendie. Alors, quel impact, Pablo, on pourrait avoir en créant la résilience alimentaire sur les problèmes climatiques et justement les questions de protection de la biodiversité ? En fait, le problème de notre système alimentaire, et là j'entends de l'agriculture à l'assiette jusqu'aux déchets, en fait c'est toute la chaîne, c'est que ce système alimentaire il est à la fois toxique et à la fois vulnérable. Et c'est important de prendre les deux en compte. Il est toxique parce qu'il dérègle le climat, il pourrit les sols, il détruit la biodiversité, il détruit les agriculteurs aussi, il y a beaucoup de maladies et de suicides. Et le problème au sein des familles, l'agriculture familiale est en train de disparaître au profit d'une agriculture industrielle. Donc c'est toxique, et ça veut dire se réapproprier l'alimentation, c'est se réapproprier une puissance du citoyen par une autonomie, c'est-à-dire décider soi-même ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut, quel levier on veut pousser ou tirer, quel monde en fait on choisit de construire. Parce qu'en fait le système alimentaire dessine complètement une civilisation. Suivant comment on mange la ville, toutes les structures, les infrastructures de la ville et de la société vont en découler. C'est automatique. Si on change d'énergie, si on change de nourriture, nos paysages vont changer. Et du coup, retrouver une puissance d'action, ça se fait par le local. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du local. Ça veut dire qu'il faut se réapproprier une autonomie au niveau local et après on monte en échelle en s'associant, se fédérant
Et il faut évidemment des échelles plus grandes pour se coordonner. C'est hyper important de se coordonner au niveau global, parce que la leçon que j'ai tirée des années de recherche, c'est que pour se protéger des chocs locaux, par exemple une sécheresse à un endroit, eh ben, il faut du global, c'est-à-dire du commerce entre les régions. Et quand il y a un choc global, c'est-à-dire quand il y a des possibilités de grande rupture, seul compte les voisins, l'entraide entre voisins au sein du quartier, chez les producteurs locaux, les maraîchers locaux, sauvegarder les marchés, etc. Donc il faut vraiment les deux, cet équilibre entre local et global. Et du coup, si on profite de cette opportunité pour refaire nos systèmes alimentaires, eh ben on pourra les faire beaucoup plus sains, c'est-à-dire moins toxiques. Et l'autre chose, c'est que nos systèmes, ils sont vulnérables. Ils ne sont pas toxiques, ils sont vulnérables à l'approvisionnement de ressources, que ce soit les phosphates, les nitrates, le gaz naturel, les énergies fossiles. Et ben ça, c'est à nous de les rendre moins dépendants et moins vulnérables pour avoir de la résilience, pour qu'il n'y ait pas que les chocs futurs, parce qu'on va vivre un siècle de tempêtes et de chocs, et ben ne nous impactent pas et n'impactent pas la paix sociale. Voilà, vous savez tous le proverbe, qu'on est tous à 7 repas de la famine, ou à 7 repas de la révolution, disent les optimistes. C'est-à-dire que nous, une fois que le peuple a faim, c'est compliqué, et ça, du temps de Louis XIV, Louis XVI, et avant la révolution industrielle, c'était la préoccupation majeure des chefs d'État, c'était la sécurité alimentaire. Il y avait une police du grain, il y avait des stocks de sécurité nationale. Donc c'est important quand le peuple a faim, c'en est fini du pouvoir, en tout cas centralisé. Quand le peuple a faim, quand les routiers décident de bloquer le pays et de vider les supermarchés, parce que c'est eux qui les remplissent, il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État, forcément là le pouvoir il ne sait plus fournir, parce que les policiers, les gendarmes, tous ceux qui assurent la sécurité nationale et même la défense nationale ont des familles, et recevoir des ordres le ventre vide, c'est plus la même chose que le ventre plein. Donc il est plus que temps que cet audit citoyen de sécurité nationale soit fait, et c'est ce que font les brigades d'e-crime. Donc cette méthodologie, Pablo, de conscientisation des populations, elle peut servir aussi au milieu écologique qui veut vraiment transformer notre destinée, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a une certaine fatalité. On a l'impression qu'il y a des COP, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe non plus. Et cette méthodologie où en fin de compte on ramène tout le monde à la loi, où on rappelle que disposer de ressources locales, donc moins émettrices de CO2, ça permet l'écologie. Voilà. Je pense vraiment tous les milieux devraient s'emparer de cette méthodologie. D'ailleurs, Nat des brigades d'e-crime, est-ce que tu peux nous rejoindre et rappeler comment contacter les brigades d'e-crime? Donc vous pouvez nous joindre sur le groupe Facebook Brigade d'e-crime. Facebook. Ouais, Facebook pour l'instant. Il y aura certainement un site en préparation de toute façon derrière. Et sinon, pour nous joindre avec une adresse mail, c'est brigadedicrim@gmail.com. Voilà. Alors, Pablo, sache quand même que ça se déploie vite et fort. Carrément, ouais. Là, on a 33 départements qui sont positionnés. Il y en a déjà 12 qui sont en action directe. Et vient de rentrer depuis hier la Corse, Sud, Nord, et ainsi que Tahiti. Donc, vous voyez, tous les jours, on nous appelle pour faire partie de la brigade et d'agir sur le terrain. Voilà. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est excellent. Moi, je trouve qu'il était largement temps de passer à l'action et il fallait le courage de quelques poignées de citoyens pour s'y mettre. Moi, je suis trop dans la théorie et je me rends compte à quel point je suis embourbé et que l'action me manque. Je suis vraiment heureux que ça commence. Merci Alexandre, merci à tous. Ce qu'on veut éviter, c'est cette petite représentation-là, le ventre vide, les populations qui se retrouvent désemparées parce que les lois n'ont pas été respectées, les lois d'anticipation
pour protéger les populations. À l'article 121.3 du Code pénal, il ne faut pas oublier que c'est un manquement à une obligation de sécurité. Hein, d'accord ? Donc là, l'audit citoyen de sécurité qui est fait par les brigades d'e-crime, c'est pour éviter des problèmes à tout le monde. Et on va redessiner les villes. Tu connais Céline Basset, notre amie Céline Basset, qui fait de l'aquaponie régénérative des sols. Eh ben, lui, ce monsieur-là, alors on peut imaginer que ça sera imprimé en 3D avec du bioplastique de chanvre, c'est-à-dire zéro pétrole dedans. Yes. Mais voilà ce qu'il fait. Est-ce que tu peux nous dire, Christophe, ce que ça fait, ça ? Alors, c'est un ami de Chaland, une ville dans le nord de la Vendée, qui a une entreprise d'injection plastique et qui donc a sorti un design comme ça de tour de culture hydroponique. On s'est rencontrés autour de l'aquaponie. Alors, tu as de l'eau qui passe avec des excréments de poissons, c'est ça ? Attends, donc voilà, il y a différentes techniques possibles, bioponie, hydroponie et... Ça passe dans le centre, hein, c'est ça ? Voilà, ça arrive par en haut. Ouais. Et après, au fur et à mesure, ça arrose toutes les racines. Et donc, je monte une ferme urbaine dans l'arrière-pays pour essayer de montrer par l'exemple. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas un message, Pablo, à faire passer à tous ceux qui sont en train de faire de la permaculture, des choses très écologiques, très conscientisantes pour l'écologie et pour les populations, c'est-à-dire de reprendre la méthodologie des brigades d'e-crime ? Écoute, moi, c'est vraiment merveilleux là ce que vous faites et il me vient deux idées. La première, c'est d'inclure un maximum de gens, de classes sociales, de secteurs d'activité, voire même l'administration publique, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens de talent là-dedans, et du coup, ça pourrait motiver des vocations, comme il y aurait des services de police, des services de pompiers. Il y aurait aussi un service de l'État, les nouvelles brigades dans quelques mois, qui s'occuperaient de tous ces stocks stratégiques et de tout, cette formation en fait des nouveaux agriculteurs, ceux qui vont nourrir la France et l'Europe et le monde demain. Les nouveaux paysans en fait, ils sont déjà nés mais ils savent pas qu'ils le sont. En fait, il va falloir former des milliers et des millions de personnes. Et du coup, la deuxième idée qui me vient, c'est que il faut qu'on reprenne l'exemple de cette petite tour en plastique News Foncé. Là, c'est vraiment très symbolique parce que il faut qu'on reprenne l'idée que nous aussi on peut faire de l'intensif. Que l'agroécologie, les citoyens, la permaculture, on peut faire de l'intensif, on peut produire beaucoup sans détruire les sols, sans détruire la biodiversité et même en améliorant les sols. Et du coup, il faut reprendre le mot intensif à l'industrie. Il n'y a pas que l'industrie qui peut faire de l'intensif. Voilà, l'industrie fait de l'intensif en détruisant les écosystèmes. Et nous, on peut faire de l'intensif. Tout le monde peut le faire. On peut largement nourrir la planète en améliorant les sols, en améliorant la biodiversité, en améliorant la santé des agriculteurs et des populations. Donc, oui. courage à tous et merci. Et maintenant, à vous de jouer.